Bienvenue à tous dans cette salle Louis Armand pour la première conférence de cet après-midi, peut-être même de la journée dans cette salle d'ailleurs. Je vous présente Pierre Guillard, qui est de l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université et qui est chargé du développement d'un instrument, d'une caméra dont il vous parlera, à bord du JWST. JWST, c'est ce télescope dont les amateurs et les professionnels attendent le lancement depuis on ne sait plus combien d'années maintenant. Donc le James Webb Space Telescope, qui normalement, dans un mois moins un jour, ça commence à... la ligne de départ s'approche, devrait s'élever du ciel de Guyane à bord d'une fusée Ariane 5. À l'heure où nous parlons, la fusée est pratiquement assemblée, puisque le deuxième étage, l'étage supérieur, dit-on, a été assemblé au corps principal de la fusée. Il ne manque plus qu'à mettre la coiffe dessus, avec le télescope à l'intérieur. Pierre Guillard va vous raconter toutes les étapes du développement, de la construction de cet outil formidable dont nous attendons tous monts et merveilles. Je vous laisse en sa compagnie. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être venus. C'est toujours un grand plaisir d'être là, de voir autant de monde dans ces amphithéâtres. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Je voudrais remercier les Rencontres du Ciel et l'Espace, l'AFA pour l'invitation. Et puis je voudrais dire que tout ce travail, tout ce que je vais vous montrer, toutes les belles images, c'est le fruit de dizaines d'années, de presque 30 ans de travail, de milliers de personnes qui travaillent sur ce projet de près ou de loin. Donc je voudrais les remercier collectivement parce que c'est pas mon travail évidemment, c'est le travail de toute une communauté, des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, de la communication, etc., etc. Donc je vais vous raconter, alors je ne sais pas combien il y a de redoublants dans la salle, qui m'ont déjà écouté il y a 3 ans ici. On m'avait invité pour présenter le projet. Il va y avoir un petit peu de redites, mais beaucoup de choses nouvelles parce que dans cette conférence, je vais essayer de vous montrer comment marche le télescope, de vous expliquer quelques étapes des tests parce que c'est un système et un télescope extrêmement complexe. Il y a beaucoup de premières dans ce télescope qui n'ont jamais été faites dans l'espace. Et je vais essayer de vous montrer en quoi c'est complexe, pourquoi ce télescope est présenté comme le successeur souvent d'Hubble, mais surtout comme le successeur d'un petit satellite Spitzer, parce que James Webb va essentiellement travailler dans l'infrarouge. Et je vais vous montrer pourquoi aller dans l'infrarouge, pourquoi c'est si difficile, mais pourquoi c'est si intéressant pour observer l'univers. Alors j'aurais dû intituler cette conférence plutôt Les voyages, parce que comme vous allez le voir lors de cette conférence, ce télescope, il a déjà beaucoup voyagé sur Terre. En fait, on a assemblé des instruments en Europe, aux États-Unis. Ils ont beaucoup voyagé. On a fait énormément de tests. Le télescope lui-même a voyagé beaucoup aux États-Unis lors de phases de tests que je vais vous raconter. Et puis maintenant, vous savez, comme il a été dit dans l'introduction, que ce télescope est maintenant à Kourou. Donc il a fait un long voyage par bateau pour arriver à Kourou. Alors évidemment, parler de James Webb sans parler de son prédécesseur, Hubble, c'est impossible. En fait, le projet James Webb est né au lancement d'Hubble. Dans les années 90, on pensait déjà à la suite et on pensait déjà à quelle était la prochaine étape pour aller un petit peu plus loin, repousser les limites de nos observations des galaxies lointaines, mais aussi pour caractériser les atmosphères d'exoplanètes. Alors là, je vous ai déjà donné 2 grands thèmes scientifiques qui sont les principaux axes du télescope. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment, et beaucoup d'inattendus, mais ce sont les principaux axes. Alors, le télescope spatial Hubble, il ressemble à un télescope un peu classique, contrairement à James Webb. Il est abrité par ce grand baffle. Le miroir est ici, il fait un peu plus de 2 mètres de diamètre, contrairement à 6,50 mètres pour James Webb. Mais il est beaucoup plus lourd. En fait, la totalité du télescope pèse 10 tonnes pour Hubble et 6 tonnes 4 pour James Webb, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le télescope Hubble, il est en orbite à quelques centaines de kilomètres au-dessus de votre tête, alors que le télescope spatial James Webb va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence Le Voyage, parce que ça va être un long voyage très stressant pour nous qui travaillons sur ce télescope. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est 30 ans d'histoire depuis Hubble.
Et ce qui a piloté le développement de ce télescope, c'est essentiellement des besoins scientifiques. Aller voir les premières galaxies, si possible, donc les phases d'assemblage des premières galaxies dans l'univers, et caractériser les exoplanètes. Alors le voilà, ce télescope sur un schéma en chiffres. Je vous ai dit que le miroir, alors il ne ressemble pas tellement à un télescope classique, il ressemble plutôt à un four solaire, pour ceux qui savent ce que c'est un four solaire, hein, un grand collecteur de lumière avec un miroir qui est segmenté, tout simplement parce qu'on ne peut pas envoyer un miroir de 6,50 m dans la coiffe d'Ariane 5, il faut le plier, donc il faut segmenter ce miroir. Il y a aussi des contraintes évidemment mécaniques et de poids. Il y a 4 instruments dont je vais vous parler qui sont derrière, que vous ne voyez pas ici, derrière le miroir, abrités derrière le miroir, et qui travaillent essentiellement dans l'infrarouge. Le télescope fait 6 tonnes et un des grands challenges de ce télescope, c'est ce grand parasol, je vais appeler ça le parasol, c'est ce qui va protéger le télescope du rayonnement solaire et du rayonnement thermique de la Terre et de la Lune, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important quand on travaille dans l'infrarouge de protéger l'optique et les instruments de ce rayonnement solaire. Et toute l'électronique, que je vais appeler électronique chaude, l'électronique d'alimentation, de communication, est située cette fois de l'autre côté de ce parasol géant. Donc le télescope a une durée de vie nominale de 5 ans. Cette durée de vie est limitée essentiellement par la quantité de carburant que l'on peut emporter pour corriger les trajectoires lors de l'orbite de ce télescope, et je vais vous expliquer tout ça par la suite. Alors un petit transparent, je suis désolé pour le fait que ce soit en anglais, mais c'est juste une petite présentation de la vue d'ensemble de qui sont les partenaires de ce projet. Alors en rouge, c'est la contribution européenne, et en bleu, la contribution américaine et canadienne. Donc vous voyez essentiellement que l'Europe participe au lanceur, donc elle fournit le lanceur Ariane 5, elle participe à des tests au sol du lanceur et du télescope. Et chose extrêmement importante, l'Europe a participé à la construction de 2 instruments clés qui vont travailler avec ce télescope, sur ce télescope, le spectrographe NIRSPEC, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, et l'instrument MIRI, une caméra et un spectroscope qui va travailler dans l'infrarouge. Donc l'instrument MIRI sur lequel je travaille, c'est un instrument qui a été construit par un consortium de laboratoires européens, et dont la France est un partenaire et un participant extrêmement important, puisque la caméra que je vais vous présenter a été fabriquée au CEA à Saclay. L'Europe fournit beaucoup de personnel à Baltimore, où a lieu le centre des opérations du télescope. Donc nous-mêmes, en tant que scientifiques membres de son consortium, nous nous déplaçons dans ce centre de contrôle du télescope. C'est la première fois qu'un télescope spatial va être opéré depuis Baltimore. C'est au Space Science Institute à côté de l'université de Johns Hopkins. Le télescope spatial Hubble est piloté depuis Goddard, pas très loin de Washington. Donc nous, on y va pour tester, débugger, tester, redébugger. C'est ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Alors, ce télescope, il fonctionne d'une manière assez classique. Je pense que vous savez tous comment fonctionne un télescope. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas trop de notion d'optique, mais le télescope a un miroir primaire qui fait 6,50 m pour James Webb. C'est essentiellement le collecteur de lumière. On veut récolter le plus de lumière possible pour détecter les objets les plus fins. Alors, pas forcément aussi pour détecter les galaxies les plus lointaines ou les objets les plus lointains, parce que leur flux diminue comme le carré de la distance, donc le flux diminue très vite avec la distance, mais aussi pour faire de la spectroscopie très fine et pour détecter des signatures spectroscopiques, des signatures chimiques dont je vais vous parler par la suite. Alors, la lumière est réfléchie dans ce grand collecteur de lumière qu'on appelle le miroir primaire, ensuite se réfléchit sur le miroir secondaire, et puis il y a un trou dans ce miroir primaire,
Et le miroir, le troisième miroir, le miroir tertiaire, renvoie ensuite la lumière sur ce qu'on appelle un fine steering mirror. C'est un petit miroir en fait qui est capable de corriger de manière très fine les mouvements du télescope pendant que l'on pointe un objet par exemple, ou alors de faire des petits décalages extrêmement fins dans les observations pour avoir de la redondance, pour recommencer des images, mais avec un petit décalage. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important. Alors ces miroirs, les voilà en phase de test. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont maintenant construits, ces miroirs polis. Ce sont des miroirs dans un matériau très particulier, c'est du beryllium. C'est un matériau très léger qui garde bien ses propriétés à froid. Je vous rappelle que le télescope va être dans l'espace, donc il va être dans un environnement très froid. Je vais vous préciser ça par la suite. Et il faut que les miroirs gardent leur forme de manière extrêmement précise. Et ce sont des miroirs que l'on pourrait porter à la main. Donc chaque miroir fait un peu plus d'1,50 m. On pourrait le porter à la main si on était autorisé à le faire. Les miroirs sont recouverts d'une couche d'or. Alors, il y a, je crois, une cinquantaine de grammes, un peu moins de 50 grammes d'or au total sur la surface de ce miroir. Pourquoi l'or? Parce que c'est un matériau qui réfléchit extrêmement bien les infrarouges. Et c'est ce qui nous intéresse ici. Alors là, vous voyez le télescope à droite. Maintenant, la partie optique, là pour l'instant je vous parle de l'optique, où vous voyez le miroir primaire segmenté, vous voyez ce trou avec ce petit miroir dont je vous parlais qui est à l'intérieur de cette petite boîte, et vous voyez les deux bras principaux qui supportent le miroir secondaire. Alors le miroir secondaire, il fait quand même 2 mètres de diamètre, donc tout ça c'est énorme. Regardez la taille en comparaison, la totalité de l'ensemble de l'électronique plus du miroir fait plus de 10 mètres de haut. À gauche, en bas, vous voyez une image qui est prise là dans la salle blanche, une salle dans laquelle on utilise pour tester l'ensemble du télescope, où on contrôle très bien la quantité de poussière, qui sont des contaminants pour nous. On veut que le minimum de poussière se dépose sur ces miroirs et sur ces instruments. Et donc là, vous voyez l'ensemble de cette salle où le télescope était en phase de test et d'assemblage. Là, vous voyez en haut à gauche un ingénieur qui fixe des vérins hydrauliques. Alors, chaque miroir est capable de bouger sur 7 degrés de liberté, en fait, pour ajuster très finement la surface totale de ce miroir. Je vais vous expliquer tout ça par la suite. Donc ça, c'est une phase de montage de ces miroirs. Là, vous voyez la structure, en fait, vous voyez le miroir primaire. J'ai zoomé ici volontairement sur la sous-structure parce que vous voyez que ces miroirs sont extrêmement fins en fait, et la difficulté c'est de garder leur forme dans l'espace sans gravité, et vous voyez qu'il y a toute une structure extrêmement complexe pour supporter cette structure de miroir, contrairement à un miroir monolithique qu'on enverrait et qui serait impossible à envoyer avec cette taille. Alors, je vous disais qu'en fait, ces miroirs allaient être ajustés très finement dans l'espace parce que, à la fois à cause des vibrations que l'on va avoir au lancement, mais aussi lors des phases de test, de qualité image, eh bien, chaque miroir va être ajusté de manière très fine, sur à peu près une centaine de nanomètres. Ça fait un 10 millième de l'épaisseur d'un cheveu. Un 10 millième de l'épaisseur d'un cheveu, on ajuste cette surface pour reconstruire une image la plus précise possible. Si on n'alignait pas ces miroirs parfaitement, on aurait plusieurs images multiples, comme l'on pourrait s'attendre. C'est ce que j'ai représenté ici par ces petits points. On aurait plusieurs images multiples et évidemment, on ne veut pas ça. Donc, cette phase d'alignement de ces miroirs est absolument critique pour les missions. Si ça ne marche pas, on n'aura pas les images avec la qualité voulue. Alors voilà ce premier voyage du télescope dont je vous parlais. En fait, ce télescope, je pense vous le savez, il y a eu beaucoup de problèmes techniques. Pas que, il y a eu d'autres soucis, mais essentiellement des problèmes techniques. Et quand on a un problème en ingénierie ou en sciences, on fait un plan et on essaye de trouver une solution.
Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a eu énormément de tests parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller réparer ce télescope, hein, contrairement à Hubble. Vous savez peut-être que Hubble était flou lors de ses premières images, juste après le lancement. Mais on a pu installer une lame correctrice pour corriger l'aberration du miroir. Eh bien là, ce n'est pas possible. À 1,5 million de kilomètres, à quelques centaines de kilomètres au-dessus de vos têtes, c'est possible. On peut envoyer des astronautes le réparer. Pour James Webb, c'est pas possible. On le lance, il va à son point de fonctionnement que je vais détailler par la suite et on ne peut pas le réparer. Donc il faut tester, retester et ça a pris en fait 15 ans de tests parce que moi j'ai commencé à travailler sur ce projet assez tard finalement, hein. 15 ans après le début du projet, ça fait 15 ans que je travaille sur la caméra MIRI et on commençait déjà à faire ces tests au CEA de cette caméra il y a 15 ans pendant ma thèse. Donc les instruments sont arrivés, certains des instruments comme la caméra infrarouge NIRCam est fabriquée en Arizona, mais les instruments qui sont fabriqués par l'Europe, hein, NIRSPEC et MIRI, sont arrivés sur la côte Est. Et ce qui s'est passé d'abord, c'est que ce télescope a été assemblé sur la côte Est, hein, à Goddard, à côté de Washington. Et ensuite, pour des tests cryogéniques, on est allé à Houston, parce qu'à Houston, au centre spatial de Houston, on a le système cryogénique, un frigo extrêmement froid. Hein, on travaille à moins 200, un peu moins de 200 degrés, donc moins de 130 degrés. Votre frigo à vous, hein, votre congélateur à vous, c'est moins 15 degrés au mieux. Là, on travaille à moins 230 degrés. Et cette chambre cryogénique, il faut qu'elle fasse 10 mètres de haut. Et donc, c'est le seul congélateur géant dans lequel on peut faire le vide et le froid pour tester cet instrument. Donc ça s'est passé à Houston. Donc l'ensemble de la structure a été emmené à Houston. Et puis ensuite, le parasol géant a été fabriqué à Redondo Beach, à côté de Los Angeles. Et donc il a fallu assembler tout ça. Et ça s'est passé chez un constructeur militaire, hein, qui fait des satellites militaires, Northrop Grumman, qui a fabriqué cette voile solaire, ce parasol solaire dont je vais vous parler par la suite. Donc ça, c'était en 2018. Le tout est arrivé le tout est arrivé en 2020 sur la côte ouest. Et en octobre, il a fallu énormément de tests. Je vais vous montrer ces tests de ces voiles, de ce parasol solaire. Eh bien, il a fallu plus d'1 an, en fait, hein, pour mettre au point ce parasol. Une première dans l'espace. Ensuite, en octobre de cette année, vous savez peut-être que le télescope a été amené par bateau à Kourou. Il est arrivé et il est en train d'être assemblé. Là, vous voyez le télescope qui est replié, hein. C'est vraiment un jeu d'origami, ce télescope. Il faut le replier pour tenir dans la coiffe d'Ariane 5. Et en ce moment, le télescope est en train d'être installé sur le module secondaire qui va permettre d'envoyer le télescope sur la bonne trajectoire. Alors là, vous voyez une image assez spectaculaire des éléments optiques, hein, du miroir primaire, du secondaire, de la structure qui supporte, pour arriver dans ce congélateur géant au Johnson Space Center à Houston. Là, vous voyez comment on amène à l'intérieur de cette structure le télescope. Et lors de ces tests à froid, on a pu faire quelques images. Alors, ce n'était pas extrêmement précis, mais on a pu faire quelques images pour vérifier que la structure tenait bien les spécifications à froid. Alors là, c'est une image que j'aime bien. Ça, c'est d'autres tests. Ce ne sont plus des tests optiques et cryomécaniques, mais ce sont des tests de vibration. Évidemment, la fusée Ariane vibre à son décollage et il faut vérifier que l'ensemble de la structure tient bien. Et ce qui est spectaculaire, c'est que le télescope est replié dans une espèce de tente qui permet de le protéger des contaminations. Mais cette tente, on peut la déplacer à pied. Les gens la déplacent à la main, en fait, parce que tout ça, c'est sur coussin d'air, et on peut déplacer cette structure, ça donne de la flexibilité. Et là, on déplaçait cette structure pour l'amener sur un banc de vibration. Donc, c'est plusieurs dizaines de tonnes au total avec la tente, mais on peut bouger tout ça à pied.
Là, vous voyez l'ensemble de la de la tente qui est soulevée cette fois-ci. Donc le télescope est replié dans cette tente. Et ici, vous voyez le banc de vibration. Donc la tente avec le télescope est posée sur ce banc de vibration et on envoie des vibrations sinusoïdales qui correspondent aux vibrations de la fusée lors du lancement pour vérifier ces tests. Alors je vais vous montrer une petite vidéo de, voyez la structure qui vibre. Alors ça, c'était des vibrations à haute fréquence. Hein. L'ensemble du miroir bouge, c'est assez impressionnant, de quelques centimètres en fait. Hein. Et tout ça, c'est la structure mécanique du système est faite. Là, vous voyez la tente vibrer à l'intérieur. Eh bien, l'ensemble de cette structure est faite pour supporter ces vibrations mécaniques. Il y a aussi des tests d'acoustique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que l'acoustique vient faire là-dedans? Eh bien, quand la fusée Ariane est lancée, il y a des ondes de choc qui sont créées à l'extérieur de la fusée, qui se réfléchissent, qui pénètrent à l'intérieur de la coiffe. Et ça transmet des ondes acoustiques. Et ça transmet des ondes acoustiques qui se réfléchissent sur les parois de la fusée. Et ça peut faire des interférences constructives ou destructives, hein, un peu comme en optique. Eh bien, lors de ces tests, on vérifie aussi avec des haut-parleurs géants. Alors là, je vous parle de haut-parleurs qui font 2-3 mètres de haut. Eh bien, on envoie le son acoustique reproduit par ces ondes de choc lors de la fusée, mais aussi par le son du moteur. Eh bien, on vérifie que la structure tient bien ces ondes acoustiques. Alors là, maintenant, je vous parle de ce parasol géant. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a été un casse-tête, mais surtout pourquoi on l'a fait. Le télescope, il est au-dessus de ces 5 couches de parasol. C'est un matériau qui est très particulier, hein, c'est un polyamide, c'est une sorte de polyamide à base d'imide. En fait, c'est recouvert d'aluminium. Ça fait quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. C'est dopé, si je puis dire, au silicium pour les 2 couches qui vont encaisser le rayonnement solaire. Le soleil va toujours illuminer cette face-ci pour protéger, pour que le miroir et les instruments soient toujours à l'ombre du rayonnement solaire et du rayonnement thermique de la Terre. Je vais vous montrer ça par la suite. Mais il faut déployer cette structure pour filtrer le rayonnement solaire et thermique. Il faut que cette structure résiste et filtre le rayonnement solaire pour atténuer d'un facteur plus de 10 millions le rayonnement solaire. Alors c'est un peu comme un ambre solaire que vous mettez sur la peau, mais ce n'est pas un indice 50, c'est un indice 50 millions. Pour protéger ce miroir. Pourquoi le silicium sur les 2 couches qui font face au soleil? Parce que le silicium résiste très bien à très haute température et donc c'est un matériau intéressant pour ça. Alors la difficulté, c'est de déployer, ça fait la taille d'un terrain de tennis à peu près. Donc il faut déployer toute cette structure dans l'espace. Il y a plus de 300 mètres de câbles, il y a plus, je crois, de 120 poulies dans tout ce système pour déployer cette structure et être bien sûr qu'on est capable de le faire dans l'espace et tout ça en zéro gravité. Donc c'était ça le challenge, un des challenges principaux en fait pour protéger ce télescope. Alors là, vous voyez un des premiers assemblages complets du télescope, donc le module optique avec les instruments derrière et ce parasol avec ces 5 couches et les structures qui vont se déployer, vous allez le voir sur une animation, qui vont se déployer. Alors pourquoi on veut tant protéger ce télescope du rayonnement solaire? Là, je vous montre un petit dessin qui vous montre le soleil illuminant la face illuminant la Terre. Il y a donc une face qui est éclairée, chauffée par la Terre, et l'autre qui est à l'ombre. Eh bien, c'est la même chose qu'on veut faire pour ce télescope. Si on ne faisait pas ça, donc là je l'illustre ici, le rayonnement solaire, le miroir est toujours dans l'ombre de ce parasol. Si on ne fait pas ça, le télescope serait chauffé à plusieurs centaines de degrés. La température sur cette face-là, due au rayonnement solaire, sur la face illuminée, c'est à peu près 200 degrés. Et la température que l'on veut atteindre de ce côté-là, c'est moins 233 degrés, 40 Kelvin. Pourquoi? Parce que l'on veut être capable de détecter des signaux infrarouges si faibles que la température, l'émission thermique elle-même du télescope,
du miroir eh bien, aveuglerait complètement nos images. Si on voulait pointer ce télescope sur la Terre, avec l'émission thermique de la Terre ou de votre propre corps, vous savez que les rayons infrarouges encodent en fait la température des corps, eh bien, vous serez complètement aveuglé, les détecteurs satureraient complètement. Pour vous donner un ordre d'idée, avec ce télescope, on serait capable de détecter la signature thermique d'une abeille sur la surface de la Lune si le télescope était sur Terre. D'une abeille sur la surface de la Lune si le télescope était sur Terre. Donc ça vaut une idée de la sensibilité que l'on recherche pour observer des structures lointaines dans l'univers. Et donc il faut un télescope froid, le plus froid possible. Et c'est pour ça qu'on l'envoie si loin, d'abord. Et c'est pour ça que l'on s'est cassé la tête à faire ce parasol extrêmement efficace. Donc il y a un écart thermique extrêmement important, plus de 300 degrés d'écart thermique entre le miroir et les instruments qu'il faut absolument protéger et ce que j'ai appelé l'électronique chaude, la télécommunication, l'alimentation, etc. Donc il y a tout un système de pont thermique que l'on casse, c'est un peu comme une fenêtre à rupture de pont thermique, que l'on casse avec ce parasol. Alors là, vous voyez une vue que l'on voit assez rarement de ce télescope qui est maintenant replié. Ça, c'était juste avant de le mettre dans le caisson pour l'envoyer à Kourou. Là, on voit le télescope vu par dessous. Vu par le dessous, et en fait, on voit bien donc, la structure de ce parasol qui est maintenant replié. On la voit très bien ici, vue de dessus sur ce zoom. Vous voyez qu'en fait, ce voile, c'est des choses qui sont cousues, en fait. Il y a eu des trous lors des premiers essais de déploiement de ce voile. Eh bien, des trous se sont formés. Il a fallu les réparer. Donc ça a été fait. Ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, avant de l'envoyer à Kourou. Et là, vous voyez la source d'alimentation du télescope. C'est évidemment l'énergie solaire. C'est pour ça que l'on ne veut pas l'envoyer dans l'ombre de la Terre complètement, ce télescope. Si on était... Je vais vous le montrer par la suite. Si on était exactement au point de Lagrange numéro 2 où on va envoyer ce télescope, je vais vous montrer ça par la suite et vous expliquer ce que c'est ce fameux point. Si on était exactement dans l'ombre de la Terre, on n'aurait pas d'énergie solaire pour faire fonctionner le télescope. Donc on veut quand même que le dessous du télescope soit illuminé pour qu'il puisse fonctionner, mais on veut en même temps protéger le miroir. Et ça, ce sont les panneaux solaires. Je vais vous montrer un test de déploiement de ces panneaux solaires. Alors, ça fournit une énergie qui fait grosso modo 1 à 2 kW. C'est la puissance d'un micro-ondes ou d'un four. Avec la puissance d'un micro-ondes, on est capable de faire fonctionner un système extrêmement complexe. Donc, ça fournit des contraintes, évidemment, électroniques extrêmement fortes. Vous voyez que ce panneau solaire est assez grand et il va être déployé quelques heures après le lancement. Très très vite, on a besoin de faire des tests fonctionnels, de vérifier que certaines boîtes d'alimentation fonctionnent bien et donc il faut le déployer assez vite. Alors là, c'est le premier assemblage complet qui a été fait en août 2019. Donc ça, c'est en Californie, presque sur la plage. En fait, il y a un spot de surf juste en face, à Redondo Beach. Donc pendant qu'on travaille, on peut faire une pause et aller surfer. C'est assez sympa. Là, vous allez voir une séquence qui montre la première fois que l'on a monté l'élément optique, le miroir primaire et les instruments, qu'on a assemblé cela avec ce fameux parasol et l'électronique chaude. Donc il y a un treuil, la structure fait quelques tonnes, c'est 20 tonnes de capacité pour ce treuil, et le télescope va être posé, vous voyez, il est soulevé, il est posé, là le parasol est replié, et il est emboîté, en fait, il est posé sur une tour qui va se déployer dans l'espace. Je vais vous montrer ces animations. Il faut faire passer les câbles d'alimentation des instruments et des moteurs qui vont déployer ce miroir primaire. Il faut les faire passer dans un trou qui fait quelques dizaines de centimètres. Donc vous allez voir
qu'en fait, ce positionnement est extrêmement précis. Vous voyez, là, il y a un ingénieur qui guide en fait à la main. Tout ça, c'est fait à la main. Et qui va guider le passage de ces câbles qui vont ensuite passer à l'électronique chaude sous ce parasol. Et il y a des ajustements extrêmement fins qui sont faits. Alors là, vous voyez le télescope qui est maintenant assemblé. Ça, c'était cette fois à Goddard. Donc, non, pardon, je me trompe, c'est toujours à Redondo Beach. Il y a une erreur sur le transparent. C'est toujours à Redondo Beach. Là, on faisait des tests de déploiement. Donc, une fois qu'on a assemblé les choses, il a fallu tester le déploiement de la tour qui va soulever le miroir primaire de la structure. Et là, vous voyez le premier test de vibration au total. Donc là, on a replié la structure. On va mettre la structure dans la tente, comme ce que je vous ai montré précédemment, qui avait été fait auparavant juste sur l'optique principale. Là, cette fois, la totalité du télescope est vibrée. On le met dans la tente, on le pousse à la main dans une autre salle. En fait, on est obligé d'aller à l'extérieur, de l'emmener à l'extérieur pour aller dans un autre bâtiment dans lequel sont réalisés ces tests de vibration. Et ce télescope est vibré, on le voit peut-être pas très bien, là on voit la structure qui vibre extrêmement légèrement. Et ça, ce sont les tests de déploiement de ce parasol solaire. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus sur ce parasol après. Alors tout ça, il faut le faire tenir dans la fusée Ariane 5. Je vais essayer de surveiller le temps. Okay. Il faut le faire tenir dans la fusée Ariane 5, pardon. Vous le voyez ici, ce télescope plié dans la coiffe. Et ce télescope, je vous l'ai dit, on va l'envoyer dans un endroit très particulier du système Soleil-Terre. Donc un système à deux corps, ce qu'on appelle un système à deux corps en astronomie essentiellement. La masse de la Lune est un petit peu négligeable dans l'affaire. Il y a le Soleil ici, évidemment, ce n'est pas à l'échelle. Je vous rappelle que la distance Soleil-Terre, c'est 150 millions de kilomètres. Et on va envoyer ce télescope au point L2, ici, le point de Lagrange numéro 2, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. L'orbite de la Lune, c'est 300 000 kilomètres. La distance Terre-Lune, donc c'est 5 fois cette distance, grosso modo. Alors pourquoi on l'envoie à ce point de Lagrange numéro 2 ? Ce point de Lagrange, il est très particulier, ça fait partie de ces 5 points, L1, L2, L3, L4, qui sont des points d'équilibre des forces gravitationnelles et des forces centrifuges. Tout ça, c'est un système qui est en rotation, évidemment. Vous savez que la Terre est en rotation autour du Soleil le long de ce cercle ou de cette ellipse, pour être plus exact. Eh bien, ce point L2 tourne autour aussi du Soleil. Alors, la particularité de ce point, c'est que les forces centrifuges, quand vous êtes dans un virage, vous avez un mouvement de rotation, vous sentez des forces qui vous poussent vers l'extérieur, les fameuses forces centrifuges. Mais d'un autre côté, vous avez la force d'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre qui vous attire vers le Soleil. Eh bien, ce point L2, c'est un point d'équilibre. C'est plutôt un espace d'équilibre où l'on peut mettre un objet, il y reste. Alors, c'est un équilibre qui est instable. Il faut sans arrêt faire des corrections. C'est pour ça qu'on emmène du fuel à l'intérieur du télescope pour faire ces corrections. Mais il y a une difficulté supplémentaire, je vous l'ai dit, on ne veut pas être dans l'ombre de la Terre totalement, puisqu'on veut alimenter en puissance électrique le télescope. Donc on ne peut pas poser le télescope au point L2 et le lâcher là. Il faut lui faire une orbite très particulière autour de ce point pour ne pas être dans le cône d'ombre de la Terre. D'accord ? Donc là, voilà cette orbite. Alors là, je l'ai schématisé pour vous montrer un petit peu les choses. La taille de cette orbite, elle est plus grande que celle de la Lune autour de la Terre. Donc le télescope a une orbite qui est extrêmement grande autour de ce point L2 et le parasol fait toujours face par contre au Soleil. Alors là voilà cette orbite, vous voyez une animation du télescope qui est là, qui tourne autour du point de Lagrange, qui lui-même tourne avec la Terre autour du Soleil. Et vous voyez que le miroir est toujours, lui, dans l'ombre, alors que la partie panneau solaire électronique est toujours chauffée et éclairée par le Soleil. Donc c'est une orbite tout à fait particulière et il faut que la fusée Ariane 5 ait une très très bonne trajectoire
pour mettre ce télescope sur cette orbite. Évidemment, il y a des corrections de trajectoire, et ces corrections de trajectoire, c'est ça qui limite la durée de vie du télescope. On a une quantité finie de fuel, c'est de l'azote, c'est du gaz froid, pour bouger le télescope et faire les corrections de trajectoire. Là, vous voyez une petite animation du pliage, de ce pliage cocotte en papier à l'intérieur de la coiffe de la fusée Ariane. D'accord ? Alors voilà une petite répétition. Je vous propose une petite pause, une petite répétition du lancement. C'est évidemment une animation. Vous voyez ce télescope qui est replié dans la coiffe. Il est en ce moment en train d'être mis sur le module secondaire que vous allez voir. Vous allez voir l'allumage du moteur. Cette fusée, elle brûle énormément de propergol par seconde, en fait, pour être arrachée à la gravité de la Terre. Il faut que la fusée soit envoyée à peu près 11 km par seconde, à peu près 40-42 000 km par heure pour s'arracher à la gravité terrestre. Ensuite, la coiffe de la fusée va être... d'abord, les boosters principaux, les deux boosters qui contiennent la plupart du propergol et qui donnent la puissance initiale à la fusée vont être relâchés. Ils tombent dans l'océan, voilà. Ensuite, la coiffe principale est éjectée. Il y a des petits, c'est un feu d'artifice en fait, du début à la fin. C'est des petits feux d'artifice qui, alors moi je suis pas du tout un spécialiste des fusées, mais voyez ce module, le télescope est posé sur ce module, sur l'étage supérieur en fait, de la fusée, sur un module secondaire qui a un petit réacteur, et vous voyez une animation de ces jets d'azote qui permettent de corriger la trajectoire. En fait, la fusée Ariane a toujours une petite oscillation au départ, on veut la limiter, il faut limiter ces oscillations, et il faut que l'impulsion initiale du télescope soit parfaitement en insertion sur l'orbite du point de Lagrange. Ensuite, il y a séparation. Une fois que le télescope est sur la bonne trajectoire, il y a séparation, et le télescope s'en va, lui tout seul, vers son orbite. L'étage secondaire, lui, est relâché. Alors ensuite, je vous ai dit, le panneau solaire se déploie en premier, et les structures principales sont déployées quelques heures après le lancement. 3 jours après le lancement, le bouclier solaire est commencé à se déplier. Donc c'est un système de tiges et de poulies en fait, qui déploie ce voile solaire. Il y a d'abord une couverture en fait qui protège ce voile solaire qui pourrait être contaminé pendant le lancement. Eh bien, il y a une couverture que l'on déploie, et ensuite c'est l'élément optique qui est déployé quelques jours après le lancement. Alors le télescope, l'ajustement des miroirs va se faire à peu près 30 jours. Il faut à peu près 30 jours au télescope pour atteindre sa trajectoire. Alors voici un transparent un tout petit peu plus technique, mais là je vais en arriver un petit peu à ce qu'on va faire avec ce télescope. Il y a essentiellement, je vous ai parlé beaucoup du miroir parce que c'est spectaculaire, c'est ce qu'on voit le plus de ce voile solaire, de ce parasol, mais ce qui analyse le cerveau du télescope, ce qui analyse la lumière, ce sont bien les instruments. Donc il y a 4 instruments principaux. Un instrument qui permet de faire du guidage fin du télescope, qui est fourni le FGS ici, qui permet aussi de faire de l'imagerie avec un filtre dont on peut ajuster la bande passante. Ceux qui font des images avec les télescopes avec des roues à filtre, eh bien c'est le même système, sauf qu'on peut régler la largeur de ce filtre. Un instrument sur lequel je travaille, une caméra et un spectroscope MIRI, qui lui va travailler dans l'infrarouge moyen, ce qu'on appelle l'infrarouge moyen. Donc c'est le rayonnement thermique, la chaleur des corps astrophysiques que l'on essaye de détecter, de 5 à 28 microns, un rayonnement qui est invisible par vos yeux. Et puis les deux instruments qui ont la plus grande taille, la caméra NIRCam qui, elle, va commencer à travailler dans le rouge orangé, en fait, à 0,6 microns. Donc, en fait, le télescope spatial Hubble va un petit peu voir le rayonnement visible avec cette caméra, et cette caméra travaille jusqu'à 5 microns. Il y a une jonction, en fait, entre ces deux caméras, NIRCam et MIRI, pour couvrir une gamme complète en longueur d'onde de 0,6 microns à 28 microns.
et puis un spectroscope révolutionnaire, parce que c'est la première fois qu'on envoie ce genre de système dans l'espace. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait sur Terre, mais c'est la première fois qu'on envoie un système comme ça dans l'espace. C'est un système de micro-obturateurs où l'on peut régler à notre guise, là où on ouvre cet instrument, eh bien on peut ouvrir ces micro-obturateurs à la position des objets astrophysiques que l'on veut observer. Et ça, c'est assez révolutionnaire. C'est la première fois qu'on fait ça dans l'espace. Et ça va permettre de filtrer de la lumière parasite pour mieux étudier des galaxies très lointaines, par exemple. Alors là, vous voyez ces instruments qui sont montés sur la structure principale. Là, vous voyez en fait l'instrument NIRSPEC. Là, c'est le spectroscope qui est fabriqué par l'Agence spatiale européenne aux Pays-Bas, à l'ESTEC. La caméra MIRI est de l'autre côté, on ne la voit pratiquement pas. Et la caméra NIRCam est à l'intérieur, elle est cachée. Là, vous voyez une vue que j'aime bien parce qu'on voit MIRI. C'est la vue où on voit cette caméra qui est recouverte d'aluminium, de protection. Alors cette caméra, elle fait à peu près 1 mètre. Là, vous voyez uniquement la partie imagerie où on était en train de monter dans les années 2005-2006. Là, on était en train de monter la structure mécanique. Donc pour ça, on fait plusieurs modèles. Je vous ai dit, on teste, on reteste. On fait d'abord un modèle qui permet de vérifier la tenue mécanique et les assemblages, en fait. Donc ça, c'est un modèle d'assemblage. Un modèle d'engineering, si on peut dire, où il n'y a pas encore, c'est pas encore le modèle de vol, mais on teste les procédures d'assemblage et la tenue mécanique du système aux vibrations, par exemple. Alors là, je vous montre, c'est juste une animation pour vous montrer le chemin de la lumière, le chemin des photons dans cette caméra. Alors cette caméra MIRI, elle a 2 parties, une partie en haut qui est une caméra et une partie en basse qui est la spectroscopie. Là, vous allez voir uniquement la partie imagerie et je vais vous montrer la partie spectroscopie par la suite. Alors, il y a un jeu de miroir important pour reformer le faisceau après le petit miroir dont je vous ai parlé avant, le miroir M4 du télescope. Et là, vous voyez la roue à filtre. Donc, il y a un système une roue à filtre qui permet de sélectionner plusieurs bandes de longueur d'onde. Et ça permet de sélectionner, si on veut observer, par exemple, eh bien, telle ou telle poussière de l'émission à plus ou moins courte longueur d'onde. Donc, le faisceau, et je vous remontre cette animation parce que ça vous montre un peu la complexité de ce genre d'instrument. Le faisceau principal qui arrive du miroir tertiaire et du fine steering mirror arrive ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle un pick-off mirror. C'est comme un périscope, en fait. Ce premier miroir va capter le signal qui arrive au dos du télescope. Et ensuite, le faisceau est reformé pour corriger les aberrations et pour amener le faisceau sur la roue à filtre et le détecteur est ici. Donc après, il y a un système de plusieurs réflexions pour amener le faisceau sur le détecteur. Alors, si vous avez trouvé ça compliqué, c'est rien à côté de la partie spectroscopie. Cette fois, vous allez voir comment on décompose cette lumière. Mais attention, c'est une lumière infrarouge. Donc là, c'est une animation codée en fausse couleur, évidemment. Mais c'est l'analogue d'un prisme où on décompose sur un arc-en-ciel, en fait, cette lumière. Eh bien, cette fois, ça se passe dans la partie basse de l'instrument. Le faisceau est transféré sur ce qu'on appelle des lames dichroïques. C'est un système de lames séparatrices qui permet de séparer différents faisceaux en fonction du domaine de longueur d'onde que l'on veut utiliser. Et ce faisceau est ensuite séparé par ce qu'on appelle des slicers, des découpeurs d'images. Et on va faire une image multiple. Et il y a essentiellement 4 canaux. Donc c'est imbuvable, on est d'accord. Ça, c'est ce qui représente le vrai trajet de la lumière. C'est vraiment le modèle de vol, le vrai trajet de la lumière. Donc tout ça pour vous dire que c'est extrêmement complexe et ce n'est pas une opération qui se fait directement, il y a énormément de sous-systèmes. Alors là, je vous ai parlé de la partie émergée de l'iceberg. Le beau télescope, les instruments, etc. Je vais maintenant vous parler un petit peu de ce qu'on fait, la partie immergée de l'iceberg. J'ai appelé ça le segment sol et la mise en service, parce que c'est tout le travail de fond, de programmation, de test informatique qui est fait à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a
6 mois à peu près de mise en service. C'est ce qu'on appelle le commissioning. 6 mois de mise en service, incluant 29 jours pour aller sur point L2. Donc en fait, le déploiement total du télescope, c'est 3 semaines après. 3 semaines après le lancement, le télescope est déployé totalement. Et on met en service les instruments quelques jours pour MIRI, parce qu'il faut le temps que cet instrument soit refroidi. Et oui, ça ne suffit pas, ce parasol ne suffit pas à refroidir l'instrument MIRI, puisqu'on cherche du rayonnement thermique à grande longueur d'onde. Et bien, pour ne pas avoir trop de bruit sur le détecteur, il faut non pas refroidir le télescope à 40 Kelvin, à moins 230 degrés, mais il faut le refroidir à 7 Kelvin. 7 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc pour ça, il y a un système de refroidissement qu'on met en route. En fait, 6 jours après le lancement, on met tout de suite en route ce frigo qui va permettre de refroidir l'instrument et les détecteurs. Et en fait, ça vous montre la séquence de toutes les observations et de tous les tests que l'on va faire avant que le télescope soit prêt pour faire de la science. Chaque petite boîte, c'est une observation, une analyse, un programme, un dépouillement de données pour vérifier que l'on est bien aux spécifications du télescope. Est-ce que l'instrument est bien refroidi ? Est-ce que la qualité image est bonne, etc., etc., etc. Est-ce que les spectroscopes fonctionnent bien ? Donc ça, vous voyez une vue de ce centre de contrôle, et c'est là que l'on va interagir avec les ingénieurs et ceux qui pilotent le télescope pour dire go ou no go. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est aux spécifications ? Ou est-ce qu'il faut avoir un meeting, ajuster des choses et refaire l'observation avant que ce soit prêt pour les scientifiques ? Alors, je vais juste vous montrer ce que moi je fais pour finir en 1 minute. Okay ? Ce que je fais, c'est que je vérifie que la qualité image de cette caméra MIRI est bien aux spécifications. Comment on fait ça ? Si on prend une image brute d'une étoile avec MIRI, on a une image. Quand vous observez une étoile par un télescope, vous n'obtenez pas un point. Vous obtenez ce qu'on appelle une tâche de diffraction sur votre détecteur. À cause des propriétés optiques de la lumière, des propriétés ondulatoires notamment de la lumière. Eh bien, faire ça, ça ne suffit pas pour vérifier. Si vous prenez la taille d'un pixel MIRI est trop gros pour vérifier sa qualité image. Ça veut dire qu'il faut faire de la surrésolution. Ce qu'on appelle la surrésolution, c'est de prendre plusieurs images à basse résolution, entre guillemets, de les combiner de manière intelligente pour battre la résolution optique de l'instrument, pour battre la tâche de diffraction. Ça paraît un peu non physique, mais c'est bel et bien ce qu'on fait dans certains appareils photo, certains télescopes, etc. On utilise la redondance des données pour faire ces algorithmes. Eh bien, c'est le même genre d'algorithme, et vous voyez à quoi ressemble la tâche, cette fois super résolue, qu'on va obtenir. Et si on compare ça, alors pour faire ça, je vous montre juste ça en un clin d'œil, pour faire ça, il a fallu développer au sol, au CEA, un banc de test avec un simulateur de télescope pour vérifier qu'on pouvait bien, en faisant des petits décalages d'images successifs, qu'on pouvait bien arriver à reconstruire cette image surrésolue. Surrésolue, ça veut dire avec une précision extrêmement fine. Donc ça a mis des années et des années de travail. C'est pour vous montrer pourquoi ce télescope prend si longtemps, parce qu'un test comme ça, une toute petite boîte, peut prendre plusieurs années, voire dizaines d'années de travail. Ça fait 15 ans, moi, que je travaille là-dessus. Et là, vous voyez ce que l'on pense obtenir, ce qu'on a obtenu au CEA lors de la phase de test. Donc ça, ce serait l'image d'une étoile sur votre détecteur. Vous voyez que ça a une forme de pétale, un peu une forme de fleur très particulière. Et ça, c'est dû à la structure hexagonale, ce nid d'abeille que vous avez vu sur les miroirs. C'est des effets quasiment purement optiques. Il y a quelques effets détecteurs dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'image, à quoi ressemblerait une image d'étoile. Et ça, c'est la simulation que l'on fait sur ordinateur. C'est un calcul où on prend des photons successifs, on le fait passer dans le modèle optique que l'on a construit de l'instrument, et on vérifie que les deux sont en accord. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans l'espace. On va prendre une image d'étoile, on va bouger avec ce fine steering mirror, là, ce petit miroir qui nous permet de faire des tout petits décalages fins. On va faire ça sur une étoile, et on va vérifier que c'est bien en accord, et on va dire « Ok, c'est bon pour faire de la science ou pas ». Je crois qu'il faut que je m'arrête. J'avais encore plein de choses à vous montrer, mais il faudra venir en 2024, au prochain. Je vous remercie à tous.